Ok, bonsoir à tous. Bonsoir de Jérusalem et de Tel Aviv, de Paris. C'est notre troisième rendez-vous cette semaine. Nous profitons du confinement pour être au plus proche de vous le plus possible. Hier soir, nous avons marqué la Journée internationale de la Shoah, une conférence très émouvante de Meira Barer. Et ce soir, nous continuons dans un autre thème, notre série de conférences en collaboration avec l'Université de Bar-Ilan, qui nous a fait le plaisir de nous faire connaître une partie de ces départements. Très intéressant. Il y a une semaine, nous avons eu le plaisir de connaître le professeur Cyril Cohen. Nous avons parlé d'immunologie et d'immunothérapie par rapport au Covid et d'autres maladies. Et ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir le professeur Élise Bézis du département chef du centre Aaron Meir pour la politique à l'Université de Bar-Ilan. L'Université de Bar-Ilan que vous avez pris à connaître grâce à notre ami Yael Toledano, qui est là ce soir et qui va nous dire encore un peu plus quelques mots pour mieux connaître cette université particulière en Israël. Voilà, donc nous terminons cette semaine ce troisième rendez-vous grâce au travail très efficace de Yasmine à Paris et de Naftali à Jérusalem, Naftali Lévy, sur lequel nous sommes associés sur ces projets. Israël s'invite chez vous. C'est l'occasion, encore une fois, de continuer ce contact très important entre vous, chers amis à Paris, et nous en Israël, pour rester au plus proche jusqu'à ce que nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Donc, Yael vous expliquera la procédure par rapport à la façon de questionner notre invité et va nous représenter encore un petit peu l'université de Bar-Ilan. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence, une très belle soirée et je passe la parole à Yael. Merci beaucoup, Avi. Et merci beaucoup tout d'abord, merci beaucoup à l'OSM, à l'Organisation sioniste mondiale pour cette invitation. C'est notre deuxième édition, comme Avi l'a précisé. Et je remercie également beaucoup Yasmine qui nous a aidé justement à mettre en place cette deuxième conférence. Alors, je me présente. Moi, je suis Yael Toledano de l'Université de Bar-Ilan et je suis directrice des relations académiques internationales. Et l'Université de Bar-Ilan, vous avez entendu parler, c'est une des plus grandes universités en Israël. Et nous sommes localisés vraiment dans le centre du pays, très proche de Bnei Brak, de Tel Aviv, pas très loin de Jérusalem. Et nous sommes dans un campus universitaire très, très vaste, très vert aussi d'ailleurs. Et nous vous invitons justement, après cette période compliquée, de venir et visiter le campus. Nous avons 8 facultés, 42 départements d'études, près de 23 000 étudiants, dont 900 étudiants venus du monde entier, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Angleterre et bien sûr de la France. Nous avons l'Université de Bar-Ilan. Alors, je ne sais pas si on voit juste derrière moi, derrière l'écran, sur l'écran, nous avons le symbole universitaire de Bar-Ilan. Et le Bar-Ilan a été fondé dans l'esprit de la tradition juive. Donc, nous voyons vraiment un microscope avec le Sefer Torah au-dessus. Et c'est le symbole de Bar-Ilan. Et aujourd'hui encore, c'est resté de même. Comme je l'ai dit, nous avons 8 facultés, dont les sciences exactes, les sciences de la vie, sciences sociales, sciences humaines, les études juives, médecine, ingénierie et droit. Je vais vous présenter là tout de suite en 2 minutes l'Université de Bar-Ilan. Vous allez voir sa beauté, sa diversité, ses jardins, ses synagogues, ses centres de recherche, ses professeurs et étudiants. Et juste avant cela, nous proposons aussi des programmes internationaux en anglais. Je vais vous mettre là dans la messagerie chat notre site internet pour pouvoir justement vous intéresser, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez d'autres personnes qui peuvent être intéressées par des programmes d'études en anglais. En premier cycle, nous avons par exemple communication, sciences politiques, littérature anglaise. En deuxième cycle, nous avons un MBA et beaucoup d'autres programmes d'études en anglais. Nous avons bien sûr des programmes d'études en hébreu où les Olim sont aidés et soutenus. Et nous avons bien sûr des parcours plus avancés pour la recherche. Alors voilà en 2 minutes, Bar-Ilan. Un instant. OK. Excusez-moi.
Excusez-moi. Oh, excusez-moi. OK. Alors, là, tout de suite, je vais présenter le professeur Elise Brésis, dont nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui sa présence. Professeur Elise Brésis est professeure d'économie à l'Université de Bar-Ilan. Elle est la directrice du centre Aaron Meir pour la politique économique. Elle a été la présidente de l'Association israélienne pour l'étude de l'intégration européenne. Elle est aussi la lauréate du prix Elinor Ostrom de l'année 2020. Je remercie vivement professeur Brésis de sa participation ce soir, qui discutera avec nous des enjeux économiques de l'année 2021, qui va discuter avec nous de quelles sont aujourd'hui les élites qui émergeront de cette période de pandémie et quel est le processus historique. Juste avant que professeur Brésis prenne la parole, je veux juste préciser qu'il est possible de soulever toutes vos questions dans la messagerie chat. Et suite à la conférence, à la fin de la conférence, nous efforcerons de répondre à toutes vos questions. Professeur Elise Brésis, à vous. Merci bien. Alors, bonsoir. Alors, je vais parler du Covid-19, je vais parler des élites, mais je voudrais le présenter dans un contexte un peu plus large, un contexte historique et économique. Alors, ça ne marche pas. Des problèmes de... Voilà. Alors, je vais d'abord parler des processus historiques, puis des élites. Et enfin, il faut très bien comprendre que le Covid-19 est aussi lié à des changements technologiques. Donc, je vais m'intéresser à les effets des changements technologiques sur les équilibres planétaires jusque-là et aussi sur l'importance des élites après Covid-19. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'être humain, au départ, nous étions des tribus. Et puis, à partir du 19e siècle, eh bien, nous sommes devenus des pays-nations. La notion de nation est devenue très importante dans l'histoire. Et je suppose que quand on vous demande qui vous êtes, peut-être vous dites « je suis un homme, une femme », mais très rapidement, vous allez dire « j'appartiens à la... je vis en France, je suis français, française, israélien, israélienne ». Et la notion de nationalité et de pays à partir du 19e siècle est la plus importante dans un contexte historique et surtout, quand nous regardons ces 400 dernières années, donc je ne commence pas avant, mais je commence vraiment à partir du XVIIe siècle, vous avez en fait deux processus très importants, des cycles très importants. Des fois, vous avez un pays qui est dominant, et ce pays-là s'appellera une hégémonie ou une supranation. Et des fois, dans l'histoire, vous n'avez pas de pays dominant. Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle en anglais « the balance of power » et en français, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et j'aime bien me servir de la terminologie plutôt
de lutte de pouvoir. Alors vous allez dire, ah bon, vraiment, on peut diviser l'histoire en période d'hégémonie et période de non-hégémonie? Absolument. Regardez, je vais commencer en fait avec la Hollande, donc 1680. J'aurais pu commencer avant en parlant de l'Espagne peut-être, de l'Italie, mais comme les données économiques, nous les avons à partir du début du XVIIIe siècle, je m'occupe vraiment de regarder la Hollande. Quel est le pays le plus important entre 1680 et 1760? C'est la Hollande. Les autres pays n'ont absolument pas d'importance économique comme la Hollande. Que font-ils? Surtout du commerce. Quand vous vous promenez à Amsterdam, vous voyez deux synagogues, la synagogue Ashkenaz et Sfarad. Des synagogues très belles, mais elles sont de cette époque-là, parce que c'était des commerçants très riches. Et donc, ça explique l'importance de la Hollande à cette époque. Et puis, la Hollande perd son leadership. Et nous sommes dans une époque d'équilibre des pouvoirs. Ce sont des guerres sans fin. Vous avez les guerres entre l'Angleterre, la France, l'Espagne. Et à la fin, il y a un pays qui émerge, qui devient un pays avec tous les pouvoirs. C'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a commencé une révolution industrielle en 1760, s'est développée, et en 1850, quand on la regarde par rapport à tous les autres pays, elle a un PIB beaucoup plus important que tous les autres pays. Et puis, il y a une terminologie qui ne ment pas. On parle de Pax Britannica. C'est l'Angleterre qui fait l'histoire. C'est l'Angleterre qu'on appelle l'empire sur lequel le soleil ne se couche pas, le Commonwealth. Et l'Angleterre, quelle est sa monnaie? Le pound. Eh bien, le pound est la monnaie importante. Le dollar, à ce moment-là, est absolument pas important. Et évidemment, l'euro n'existe pas. Mais enfin, l'euro probablement ne sera jamais la monnaie importante dans le monde. On va en reparler. Et puis, eh bien, jusqu'en 1910, effectivement, l'Angleterre est le pays le plus important, ou United Kingdom, comme vous voulez, le plus important. Puis lentement, d'autres pays se développent. Et entre 1910 et 1945, à nouveau, lutte de pouvoir. Nous vivons deux guerres mondiales. Il y a l'entre-deux-guerres et ce sont des luttes économiques entre les pays. Et puis, 1945, c'est le développement des États-Unis, seul pays vraiment avec un PIB important, et c'est l'hégémonie des États-Unis, et comment on l'appelle? Justement, Pax Americana. Jusqu'en ça dure? Eh bien, là, nous sommes déjà tous vivants, à peu près 2010, 2008, 2010. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'hégémonie des États-Unis est perdue? Nous allons le voir bientôt dans les données. Mais nous sommes rentrés à partir de 2010, et c'est effectivement aussi un peu l'époque Obama, dans une lutte de pouvoir. Vous n'avez plus regardé autour de vous. C'est vrai que les États-Unis ont peut-être un PIB important, mais d'autres pays ont un PIB plus important que les États-Unis. Et si les États-Unis étaient vraiment une hégémonie, croyez-vous qu'il y aurait cette espèce de catastrophe qu'ils ont avec leur vaccin, incapable de tenir avec le Covid-19, cette espèce de cacophonie quand on entend parler les différentes élites aux États-Unis? Donc, nous sommes à nouveau dans une période de lutte de pouvoir. Il faut très bien comprendre pour comprendre aussi le Covid-19. J'ai vu les personnes, je suppose que vous avez tous vécu les années 80 jusqu'à aujourd'hui à peu près. Eh bien, vous avez donc vécu une période au début d'hégémonie et maintenant, l'histoire a changé. Nous sommes dans une période de lutte des pouvoirs. Si nous ne savons pas ça, nous ne comprenons pas le processus historique, économique et politique dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que je commence par cette introduction. Ce qui est très
intéressant, c'est qu'à chaque période hégémonique, il y a l'émergence d'une nouvelle nation. D'abord la Hollande, puis l'Angleterre, puis les États-Unis. Et évidemment, alors vous allez me poser la question, dites-moi, et dans quelques années, quelle sera la prochaine hégémonie? Alors, teaser, à un moment, je répondrai à cette question. Alors, regardons les deux périodes d'hégémonie que j'ai présentées. 1850-1910, l'Angleterre, 1945-2010, les États-Unis. Est-ce que nous le voyons dans les données? Absolument. Je vous présente ici, vous voyez, là, c'est le temps, les années, et ici, je vous présente le PIB. Le PIB par capita. Donc, vous voyez, il y a un pays là qui est beaucoup plus développé que tous les autres. Le jaune, c'est l'Angleterre. Et puis, on arrive en 1910, et puis vous voyez, là, c'est fini. Là, tous les pays font à peu près du n'importe quoi. Donc, là, c'est la période d'hégémonie, et elle n'est pas pour toujours. Quand vous avez le pouvoir hégémonique, quand vous avez le leadership, ne croyez pas que ce sera pour des centaines d'années. C'est toujours moins de 100 ans. Et là, vous voyez, c'est perdu. Et puis, la deuxième période, eh bien, vous voyez, après 1945, en vert, c'est les États-Unis. Vous voyez que les États-Unis passent au-dessus de tous les autres pays et l'Angleterre, eh bien, complètement en bas. Et où est-ce que je vais voir la lutte de pouvoir? Eh bien, la lutte de pouvoir, je la verrai dans deux graphes. La première, c'est 1910-1945. Vous voyez très bien qu'il n'y a aucun pays qui est au-dessus des autres. Vous avez donc ici une lutte de pouvoir. Et puis, vous voyez très bien qu'après 1945, eh bien, il y a les États-Unis qui dépassent. 2010, ça ne vous dit pas quelque chose? Parce que c'était il n'y a pas longtemps, donc on était déjà tous dans ce monde. Eh bien, regardez. Oh là là, excusez-moi. Vous voyez très bien ici qu'il y a déjà un autre pays qui est en train de se rapprocher beaucoup des États-Unis. Et quel est ce pays? Ah, ce pays-là n'était pas au 18e, 19e siècle. Ce pays, c'est la Chine. Vous voyez que la Chine s'avance, je dirais presque dangereusement, vers les pays. Quelle est la différence entre ces deux Chines que vous mettez? Un est nominal et l'autre, c'est en niveau de purchasing power parity, qui veut dire en pouvoir d'achat. D'accord. Okay. Alors, deux questions fondamentales sur lesquelles nous allons nous arrêter aujourd'hui. Première, c'est est-ce que les élites seront différentes durant ces deux différentes périodes de l'histoire, durant une hégémonie et durant une balance des pouvoirs? Est-ce que la politique des pays est différente? Et évidemment, je m'intéresserai à une politique économique. Et alors, je vais commencer par cela. Je suppose que vous êtes tous au courant, étant en Europe, de l'histoire du Brexit. Le Brexit, c'est quoi exactement? Bien, c'est l'Angleterre qui se trouve dans un lien total avec l'Union européenne et surtout commercial, et qui commence à dire, finalement, je ne veux pas être dans une union totale. Mais peut-être vous savez aussi qu'au niveau du monde, il y a actuellement énormément de problèmes et de guerres commerciales qui n'existaient pas il y a 30 ans. Eh bien oui, je vais vous montrer que la politique économique liée au commerce est différente en temps d'hégémonie et en temps de lutte de pouvoir. Et si on ne comprend pas cela, eh bien on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup nous avons des guerres commerciales et pourquoi des fois nous n'en avons pas. Et alors ce sera très simple. En vert, j'aurai toujours l'hégémonie et en espèce de bleu foncé,
j'aurai toujours l'époque de lutte de pouvoir. Quand vous avez une période d'hégémonie, vous avez un pays qui est le leader. Donc, il peut se permettre de dire « je fais la politique mondiale ». Ce n'est pas pour rien que les centres de l'ONU, les centres se retrouvent en général aux États-Unis, parce qu'après 1945, on les a ouverts dans le pays qui était l'hégémonie. Et donc, en période d'hégémonie, les États-Unis ont aidé à avoir une politique de libre-échange. Tous les tarifs de l'époque d'entre les guerres ont été lentement enlevés grâce au WTO, l'Organisation du commerce, mais surtout parce qu'il y avait un pays qui disait ce qu'il fallait faire. Et puis, depuis 2010, eh bien, aucun round, aucun effet, le fameux Doha Round, qui devrait être de pouvoir avoir de nouveaux traités, eh bien, ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement une guerre commerciale. Vous entendez très bien chaque pays pensant à développer sa propre exportation. Et puis, évidemment, Trump lui-même, il parlait « Making America Great Again », c'est-à-dire, eh bien, nous allons arrêter autant que possible l'importation et surtout développer l'économie américaine. C'était une guerre commerciale. Trump faisait partie d'après 2010 et vous allez voir que Biden, même s'il voudra vraiment changer la politique, il aura beaucoup de mal à le faire parce que nous sommes dans une situation de lutte des pouvoirs, d'équilibre de pouvoir et donc il n'y a pas d'hégémonie. Biden, tout autant qu'il le veuille, l'Amérique, les États-Unis ont perdu leur pouvoir hégémonique. Alors, ça vous explique les guerres commerciales, ça vous explique le Brexit, et ça vous explique surtout cette coopération catastrophique que nous avons durant le Covid-19. Enfin, vous avez certainement entendu cette semaine, on essaye de donner les vaccins. Les États-Unis ne savent pas exactement où c'est les vaccins. Vous savez très bien que l'Union européenne essaye de décider où ils iront. Et en fait, les producteurs n'écoutent personne parce qu'il n'y a pas un vrai leadership pour dire où aller. Donc, si vous me posez la question, où sont les vaccins européens? Alors, Pfizer a annoncé et aussi Moderna qu'ils arrêtaient peut-être la distribution en Europe, mais j'ai entendu qu'il est très possible que la mafia ait mis la main sur certains de vos vaccins et que si on paye le prix, eh bien, grâce à la mafia ukrainienne, comme le prix qui était prêt à payer l'Union européenne n'était pas assez élevé, c'est très possible que quand nous sommes dans une guerre, dans une période de lutte de pouvoir, eh bien, la coopération de l'Union européenne ne marche pas du tout et vous avez très bien entendu que l'Allemagne va décider maintenant de jouer cette petite guerre des vaccins par elle-même. Macron préfère dire qu'il ne sait pas exactement quoi faire, mais c'est une coopération qui est une coopération mauvaise et cela tout simplement parce qu'il n'y a pas de leadership. Alors, maintenant je voudrais parler des élites. Je vais parler des élites liées au système international d'hégémonie et de lutte des pouvoirs et aussi par rapport au Covid-19. Alors d'abord, pourquoi parle-t-on des élites? Pourquoi les élites sont-elles tellement à la mode? Eh bien parce que dans l'histoire économique, on s'est rendu compte qu'il y a 3 éléments qui sont les plus importants pour le développement d'un pays et la croissance d'un pays. 1, c'est le leadership, ce qu'on appelle les élites. 2, c'est le capital,
Si vous n'avez pas de capital, eh bien, vous ne pouvez pas développer vos compagnies. Et dans les 100 dernières années, le capital n'est pas suffisant, il faut aussi du capital humain, c'est-à-dire la connaissance. Et sans la connaissance, nous ne pouvons pas développer l'économie. Donc, les élites deviennent très importantes. Mais alors, qui sont les élites? Comment sont recrutées les élites? Comment est l'éducation des élites? Et est-ce que les élites seront différentes en période d'hégémonie ou en période de lutte de pouvoir? Ce sont les 3 sujets que je vais développer maintenant. Alors, on aime bien parler des élites au pouvoir. C'est un livre qui s'est appelé Power Elite. Et on divise les élites au pouvoir en 3 groupes. Les élites économiques, le business, les élites politiques et les élites bureaucratiques. On ne parle pas beaucoup d'élites académiques, on ne parle pas beaucoup des médias, on parle surtout de ces 3 élites-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien qu'on puisse penser qu'il y ait de la compétition entre 3 sortes d'élites, et donc si vous avez la compétition, vous pouvez penser peut-être qu'aucune d'elles n'aura vraiment un très grand pouvoir, eh bien pas du tout. Il y a une très grande interconnexion entre ces élites. Et en France, par exemple, une de ces interconnexions s'appelle le pantouflage. En anglais, revolving door. Le pantouflage, c'est quand les élites bureaucratiques vont finalement faire partie de l'élite économique. Et sur le chemin, évidemment, elles vont prendre leur connaissance de l'élite bureaucratique, où là, elles ont en général un salaire un peu bas, et quand elles passeront dans l'élite économique, elles auront un très haut salaire. Mais l'énorme problème, c'est un problème évidemment éthique, puisque peut-être qu'elles n'ont pas fait exactement leur travail parfaitement, sachant que dans le futur, elles feraient partie des élites du business. Et il y a énormément de cas en Europe et énormément de cas aux États-Unis, surtout dans le milieu financier. Vous avez, quand vous pensez aux États-Unis, vous avez tellement de gens qui étaient avant au Fed, c'est-à-dire dans la banque centrale, et qui quelques années après, eh bien, se retrouveront à Goldman Sachs ou à JP Morgan, et en France, la même chose. En Israël aussi. Et en Israël aussi, effectivement. Donc, et c'est un sujet sur lequel j'ai écrit de nombreuses recherches, et c'est un problème éthique qui influence beaucoup des décisions des élites quand elles sont bureaucratiques. Alors, maintenant, je m'intéresserai à savoir quelle est l'éducation et le recrutement des élites. Alors, d'où a-t-on les données? Eh bien, dans un endroit très simple. Où est-ce que les élites se rencontrent? Vous êtes en Europe, vous savez très bien. Elles se rencontrent à Davos. Elles se rencontrent à Davos parce qu'il y a le Forum économique mondial. Et voilà un exemple de congrès, justement, à ce Forum économique mondial. Vous savez très bien que ce n'est pas la peine d'essayer, c'est toujours au début de janvier. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de louer un hôtel à ce moment-là, c'est hors de prix, c'est pas possible. Donc, si vous voulez faire du ski à Davos, choisissez une autre période. Et comme disait quelqu'un, si vous n'êtes pas allé à Davos, c'est que vous ne faites pas partie de l'élite. Et je suis prête à parier que dès que Covid-19 sera passé, l'une des premières conférences qui réapparaîtra, ce sera ce Forum économique mondial. Les gens, là, ne seront pas du tout intéressés à le faire par Zoom, parce que ce qui est important, c'est de rencontrer les gens, de se faire voir, et non pas d'écouter ce que les gens ont à dire.
Donc, c'est une grande différence entre une conférence comme celle d'aujourd'hui et le forum économique où vous ne venez pas pour écouter, mais vous venez pour vous rencontrer. Et alors, quelles sont les données qui se trouvent là-bas? Alors, sur les centaines de personnes, nous avons fait une recherche et nous avons trouvé que par rapport à l'éducation, alors nous avons divisé effectivement les élites qui se trouvent là-bas entre élites économiques, politiques et bureaucratiques. Et alors, je vous présenterai quelques données. La première, c'est que si vous n'avez pas fait d'études, alors qu'au XXe siècle, vous pouviez tout à fait faire partie de l'élite, ce n'est plus possible. La dernière personne qui n'avait pas d'éducation et qui venait à Davos, c'était Shimon Peres. Et à partir du moment où il n'était plus à Davos, eh bien, les personnes qui n'ont plus d'éducation sont devenues 0%. Et ce sont aussi des pays d'Afrique, des pays du monde entier. Si vous n'avez pas d'éducation, eh bien, vous ne ferez certainement pas partie des élites. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart ont un master et divisé en deux, soit vous avez un doctorat, soit vous n'avez fait qu'un BA. Ça, c'est à propos des élites économiques. Les élites politiques, c'est très ressemblant. Et maintenant, mais quel genre d'éducation qu'ont-ils étudié qui leur ont donné une possibilité de rentrer dans les élites? Alors, vous voyez que pour les élites politiques, vous faites surtout de l'économie et vous faites des études juridiques. Mais pour les élites, si vous voulez faire partie des élites économiques, eh bien, vous avez plutôt besoin de business ou, c'est très intéressant, vous êtes ingénieur. Et vous voyez que faire des études économiques, c'est déjà moins important, et études juridiques, par rapport aux élites économiques, beaucoup moins. Mais la question importante n'est pas tellement ce qu'ils ont étudié. La question importante est quel est vraiment le moyen de rentrer dans les élites? Alors, nous savons de l'histoire qu'au XXe siècle, au XIXe et XXe siècle, il n'était pas très important d'avoir une éducation. Et donc, évidemment, ce n'était pas le moyen de rentrer dans les élites. En général, le moyen de rentrer dans les élites, c'était où vous faisiez partie d'une famille. Et qu'est-ce qui a changé au XXe siècle? Ce qui a changé au XXe siècle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'est la notion de méritocratie. Vous ne rentrez pas parce que vous avez un nom. Vous ne rentrez pas parce que vous êtes le fils d'eux. Vous rentrez parce que vous réussissez dans vos examens. Mais le hic est que c'est vrai qu'il y a une démocratisation des universités. C'est vrai qu'il y a une massification énorme après 1960. C'est vrai que 40% des populations à l'OCDE étudient dans les universités. Mais à partir du moment où il y a une massification, vous aurez une hétérogénéité. D'un côté, vous avez les écoles d'élite et de l'autre côté, vous avez le reste. Si vous êtes tous de France, d'un côté, vous avez la Sorbonne. Les gens croient toujours que la Sorbonne, c'est haut niveau. Vous avez la Sorbonne et d'un autre côté, vous avez les grandes écoles. Vous avez l'ENA, vous avez l'IX, vous avez l'école des mines. Et faire Jussieu ou la Sorbonne ou Assas ou ce que vous voulez et faire les grandes écoles, vous pouvez dire on étudie la même chose, peut-être. Mais toute la différence est que par méritocratie, vous êtes reçu dans une grande école alors que
d'autres ne sont reçus qu'à Jussieu, Sorbonne, Assas, etc. Et quand on regarde les données, je vais vous les présenter tout de suite, eh bien, les élites viennent d'élites universitaires. Alors, c'est vrai qu'il y a de la méritocratie. C'est vrai que ce n'est pas parce que vous êtes le fils de Monsieur X que vous allez maintenant faire partie des élites. Simplement, la vraie histoire, c'est que les élites produisent des enfants qui, eux, rentreront dans les grandes écoles et qui, eux, rentreront dans les élites. Donc, ça se fait par méritocratie, mais dans les chiffres, vous avez 8% de la population qui va vous donner 64% des gens qui sont acceptés dans les grandes écoles. 8% de la population aux États-Unis qui seront acceptés dans les 50 Ivy League et les collèges importants. 8% de la population d'Angleterre qui seront acceptés, qui seront 63% des étudiants à Oxbridge. Et c'est pour ça que bien que nous ayons de la méritocratie, finalement, l'histoire, c'est que les élites sont recrutées par les élites, par les universités d'élite, qui elles-mêmes recrutent surtout des enfants de l'élite. En Angleterre, ce sera Oxbridge, c'est-à-dire Oxford, Cambridge. En France, les grandes écoles, et ensuite, vous ferez partie de l'ENA, d'École des Mines et d'autres, et de l'IX. Et d'ailleurs, rappelons-nous l'histoire de France. Sarkozy, quelle est la différence entre Sarkozy, Hollande, Ségolène Royal et Macron? Qu'est-ce que n'a pas Félix? Que les gens regardaient Sarkozy de façon différente. Parce que Sarkozy n'est pas passé par des grandes écoles, alors que Macron a fait l'ENA, Hollande a fait l'ENA, Ségolène Royal a fait l'ENA. En France, vous ne faites pas l'ENA, vous ne faites pas partie de l'élite. C'est vrai qu'il y aura toujours des exceptions, mais ces exceptions, vous avez vu comment Sarkozy était vu en France. Alors, retournons maintenant dans mes données du monde entier. Vous allez pouvoir me dire, oui, c'est l'Angleterre, la France, les États-Unis. Non, non, non. Regardez. Ce sont les données des gens qui viennent à Davos des pays de l'OCDE. Ok, je parle ici de centaines de personnes. 50% viennent d'une université d'élite. 50 autres % non. Vous comprenez combien c'est resserré? Alors c'est ça l'histoire. C'est ça la grande histoire, si vous voulez, des élites dans le monde. C'est que finalement, même si c'est fait par méritocratie dans les pays de l'OCDE, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, eh bien finalement, le recrutement sera extrêmement serré à nouveau. Et maintenant, passons au prochain sujet. Très bien. Maintenant, nous savons qui sont les élites. Sont-elles différentes en période d'hégémonie et en période de lutte de pouvoir? Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous donner un contexte beaucoup plus large? Parce que sans cela, on ne comprend pas la petite histoire. Et il y a deux théories très divergentes à propos des élites. La première, c'est une phrase qui dit que l'histoire est en fait la biographie des grands hommes. Et si vous voulez, ça veut dire que l'histoire est faite de haut en bas. Par exemple, pour la création d'Israël, eh bien, je pense que sans Herzl et Ben Gurion, ce n'est pas très sûr, je pense, avec une grande probabilité, Israël n'existerait pas maintenant de cette manière. D'un autre côté, la Révolution française qui a changé la France, elle n'a certainement pas été faite du haut en bas.
qu'il y a la vue exactement opposée, que les cimetières sont remplis d'hommes indispensables, ce qui veut dire que des fois, l'histoire est faite de bas en haut. Et alors, la question, c'est quand est-ce que la première vue de l'histoire est vraie et quand est-ce que cette deuxième-là a plus de sens? Eh bien, voilà la solution. Dans une période hégémonique, les élites vont coopérer et les décisions seront effectivement top-down. Alors que durant l'équilibre de pouvoir, c'est-à-dire balance of power, eh bien, vous aurez un effet de bottom-up, de bas en haut. Et donc, quand vous regardez l'histoire et que vous savez que maintenant, en 2020, 2021, nous sommes dans une lutte des pouvoirs, on comprend beaucoup mieux tout ce qui se passe, la politique commerciale, quelles sont les élites, comment sont-elles choisies et qui a de l'importance à l'époque. Et donc maintenant, finalement, je vais enfin parler du Covid-19 et dans un contexte plus large parce que je répondrai à toutes vos questions s'il y aura des questions beaucoup plus ciblées sur des sujets plus cernés. Là, je voudrais à nouveau vous donner une conception plus large. Comment le Covid-19 va affecter le monde et Israël en particulier? Ben, par deux manières. La première, ce sera les changements technologiques, la digitalisation qui se passe, et la deuxième, le fait qu'il y aura moins de coopération entre les élites, la lutte de pouvoir. Alors, je vais commencer par le 2 pour finir avec le sujet 1, changement technologique. Comme vous allez voir, c'est un changement impressionnant, important, qui va tous nous affecter les 20 prochaines années. Alors, y aura-t-il de la coopération entre les élites? Eh bien, non, pas tellement. Ce n'est pas à son optimum. Parce que, comme j'ai expliqué, le Covid-19, eh bien, nous sommes dans une période de lutte des pouvoirs. Il n'y a pas de leadership. Et si vous regardez les nouvelles, eh bien, vous comprenez très bien. Regardez l'Union européenne. Très franchement, si l'Union européenne se passait à une époque d'hégémonie des États-Unis, ce serait complètement différent. Mais là, tout le monde se fait un peu une lutte de pouvoir et donc la coopération à Bruxelles, eh bien, ça ne marche pas vraiment. L'Allemagne a décidé qu'elle fera de son côté ce qu'elle voudra. L'Italie de même et Macron attend toujours. Mais bon, il fait partie de l'élite de l'ENA, donc il a le temps de prendre des décisions après les autres. Et là, maintenant, il faut quand même se poser la question. Mais attendez, l'hégémonie, qu'est-ce qui donne à un pays le pouvoir d'être un pays hégémonique? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Angleterre a gagné son pouvoir, la Hollande, les États-Unis? Enfin, ça vient pas du ciel. Eh bien, le mot important, la formule magique, c'est un leadership en technologie. Si on ne comprend pas que la technologie, à partir du XVIIIe siècle, c'est ce qui fait marcher le monde, pas moins que money makes the world go round, pas moins que l'argent, eh bien, on ne comprend pas ce qui se passe. L'Angleterre a eu le leadership grâce à les révolutions industrielles. C'était, comme vous savez très bien, la machine à vapeur, le coton, les trains. Comment les États-Unis ont eu le leadership? Grâce au processus de production. Le fait qu'ils ont fait la production à la chaîne, ce n'était pas quelque chose d'évident. Quand vous voyez comment ils ont créé ces fameuses voitures, la fameuse T-Ford, okay, la Ford première s'appelait T. C'était une révolution mondiale.
Et c'est grâce à ça qu'ils ont pris le leadership. Donc, le passage du bâton, c'est-à-dire passer de l'Angleterre aux États-Unis et de la Hollande, Angleterre, États-Unis, c'est par un mouvement de saute-mouton, ce que nous appelons la théorie du leapfrogging. Vous voyez, la Hollande est la première. Elle a la connaissance du commerce. Elle est la meilleure, tout ce qui est lié au commerce. Et puis d'un seul coup, vous avez l'Angleterre qui se développe, commence en 1750. Elle est beaucoup moins développée que la Hollande. Mais d'un seul coup, elle développe la révolution industrielle. Et puis elle se développe de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et puis en 1850, eh bien, les États-Unis, un pays très peu développé, commence parce qu'il est très grand, commence à développer cette espèce de production et il se développe, il se développe, il se développe et il saute au-dessus des autres pays. Alors, je suis sûre que vous allez vous dire, hey, et là c'est très vide, qu'est-ce qui sera dans le futur? Donc, nous avons 3 pays, à chaque fois une autre hégémonie. Alors, quelle est la prochaine hégémonie? Quand? Quel pays? Évidemment, pas l'Europe, qui est en train de ne pas croître du tout. La question, c'est est-ce que la Chine va être la prochaine hégémonie? Alors, je ne vous entends pas, mais je suppose que si vous me répondez, certains diront oui, certains diront non. Et ma réponse est non. Pourquoi? Non. Parce que nous avons maintenant une globalisation de la technologie et des connaissances qui n'existait pas au XIXe siècle. À notre époque, nous sommes, quand vous développez une technologie, très rapidement, elle passe aussi aux autres pays. Donc, ce que nous aurons, nous n'aurons pas l'effet de saute-mouton, mais nous aurons l'effet de convergence technologique. Il n'y aura aucun pays qui aura un vrai leadership technologique. Ce que nous aurons, c'est que tous les pays vont maintenant converger, les pays à la tête. Nous allons tous faire de l'intelligence artificielle. Nous aurons tous des voitures autonomes. J'ai vu qu'il y en a déjà en France, il y en a en Israël, il y en a aux États-Unis. Je ne sais pas quelle sera la compagnie la plus importante. Est-ce que ce sera la voiture de Google qui sera la plus importante ou une autre, mais en tout cas, tous les pays l'auront. Et puis, vous savez très bien qu'actuellement, pendant le Covid-19, tout le monde développe des applications. Presque chaque jour, j'en ai une nouvelle dans mon téléphone. Alors, lié aux technologies, je vais bientôt finir, quelles sont les nouvelles sortes de technologies que nous aurons? Alors, regardez le Covid. Est-ce que la technologie, elle va se substituer au capital humain et au travail humain, ou va-t-elle être complémentaire au capital humain? Alors, très franchement, jusqu'en 2010, la plupart des technologies étaient complémentaires. Par exemple, en parlant de la voiture, nous sommes passés d'une voiture avec vitesse à une voiture automatique. C'était un changement révolutionnaire d'un point de vue productivité. C'est beaucoup plus facile. Mais vous gardez un être humain qui conduit. Vous avez l'homme qui a un taxi, vous avez le chauffeur de taxi, le chauffeur de car, le chauffeur de voiture. Ah, ça me fait rire parce que vous croyez vraiment que ça va continuer? Dans 5 ans, il y aura au moins 10% des voitures qui seront déjà autonomes. C'est-à-dire que ne rêvez pas à ce que vous allez continuer à avoir un taxi, ne rêvez pas à ce que vous prendrez un taxi humain. Après le Covid-19, et le Covid-19 nous a fait un choc. Au lieu d'aller lentement dans les changements, d'un seul coup, nous avons tous
accepter des technologies avec beaucoup moins de capital humain et de travail. Qu'est-ce qui va remplacer, maintenant que nous savons que les restaurants sont fermés parce que nous ne pouvons pas nous retrouver avec le restaurateur, que va-t-il se passer? Eh bien, je viens d'entendre cette semaine qu'à Singapour, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, plutôt un café, où il n'y aura plus de serveur du tout. C'est la machine qui vous servira. Okay? Il y aura de plus en plus de robots, de plus en plus de digital economy. Enfin, j'allais avant dans les magasins, ça fait maintenant à peu près 6 mois que j'achète tout par ordinateur. Sauf les habits, je dois avouer que là, ce n'est pas le cas, mais pour le reste, une nouvelle télé, une nouvelle cafetière, tout devient une économie digitale. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, qui va être à la tête des élites? Comment allons-nous être en tant que différents pays, puisque nous gardons la notion de nation? Eh bien, soit nous arriverons, malgré le fait que nous sommes en ligue de pouvoir, à nous mettre tous ensemble et à avoir une bureaucratie de paix, comme nous le voyons dans les films de Star Trek. Alors là, c'est si vous êtes très optimiste, vous croyez à ça, vous voyez très bien que vous avez des sortes différentes de gens qui viennent de mondes différents et qui vivent très bien ensemble. Si vous êtes un peu moins optimiste, eh bien, c'est peut-être ce qui nous attend, la tour de Babel, une espèce de... On ne se comprend pas, c'est un peu ce qu'on voit actuellement. Et puis, si vous êtes encore plus pessimiste, eh bien, ce qui vous attend, ce qui nous attend, c'est peut-être de revenir à ce monde-là. Alors, quand même, pour parler un peu d'Israël et pour finir sur une note plus optimiste, je rajouterai un petit mot. Sommes-nous heureux après tout ce que nous avons vu? Eh bien, on a posé une question aux gens. On a posé une question. Est-ce que vous pensez, dans le monde entier, est-ce que vous pensez que votre revenu est plus élevé ou moins élevé que le revenu médian dans votre pays? Alors, si les gens répondaient de façon rationnelle, nous devrions avoir comme réponse que 50 personnes sont plus hauts et 50 personnes sont plus bas. Vous voyez, 50 personnes gagnent plus et 50 personnes moins, puisque le revenu médian, c'est juste au milieu. Alors, aux États-Unis, les gens ont répondu, plus que 50 personnes ont répondu, moi je gagne plus. En Israël, moins de 50 personnes ont répondu qu'ils gagnent plus. Plus de 50 personnes, 50% ont répondu qu'ils gagnaient moins. Pourquoi? Parce que nous adorons nous plaindre en Israël. C'est ce qui nous rend heureux, de nous plaindre. Et donc, ça m'a fait penser à cette caricature. À cette caricature, merci, je cherchais le mot. I'm very, very happy. Je suis très, très content. Mais je voudrais l'être encore beaucoup plus. Et évidemment, ça me rend très misérable. Alors, à propos du Covid-19, tout est finalement très relatif et le monde, soit, comme je vous l'ai montré, dans une période de lutte de pouvoir, ça dépend de nous si nous arriverons à coopérer ou si nous irons dans une époque un peu plus difficile. Mais ce que vous pouvez être sûr, c'est que les technologies prendront le lead dans le monde. Merci. Élise, merci beaucoup. Je vais laisser tout à l'heure Yael passer sur les quelques questions que nous avons sur le chat, le temps de les lire et de les préparer, d'appeler nos amis à les écrire. J'aurais une première question, moi, avant de lui laisser la parole. Si vous pouvez nous dire quelques mots, je vais dire un peu plus personnalisé parce que ça, je sais que ça intéresse notre public parisien. D'abord, c'était très, très intéressant et très riche et
Ça nous a ouvert énormément d'horizons. Est-ce qu'on a une idée en Israël? Moi, je pense le savoir, mais je pense que c'est important de le dire. D'où viennent nos élites israéliennes, les élites modernes israéliennes? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des grandes écoles? Est-ce qu'il y a une noblesse qui se transmet? Je veux dire, c'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez peu connu des gens de la diaspora. Très bien. Alors, les élites politiques, elles viennent de tous les secteurs. Parce que vous voyez très bien, vous avez chasse, vous avez les ultra-religieux, vous avez les Arabes, vous voyez très bien que il n'y a pas que les élites qui sont représentées ou les familles d'élites qui sont représentées dans l'élite politique. C'est une élite qui est très démocratique. Par contre, l'élite économique, elle vient surtout du fait qu'en Israël, ces dernières années, nous avons l'armée qui a développé ce qu'on appelle 8200, Shmoné Mataim, et ce sont des secteurs de pointe en technologie. Ce sont des jeunes qui entrent et qui ensuite seront les élites d'Israël. Alors, on a vérifié les données. Qui était accepté à 8200? 8200, mais en Israël, ça se dit Shmoné Mataim, 8200. Et là, malheureusement, on s'est rendu compte que la plupart venaient non pas de la périphérie, mais du centre, et venaient de familles relativement riches. Et donc, en Israël, c'est vrai qu'il n'y a pas l'ENA, c'est vrai qu'il n'y a pas les grandes écoles, mais ce recrutement méritocratique resserré se fait par l'armée. Mais il y a beaucoup plus de mobilité en Israël qu'en France, parce que nous avons des données sur ce qu'on appelle la mobilité sociale. Il y a plus de mobilité en Israël qu'en France ou en Angleterre, parce que l'armée vous permet de développer, non pas dans ce centre 8200, mais dans d'autres, de vous développer alors que vous venez d'une famille pauvre, et donc vous allez quand même monter les échelons. Donc c'est vraiment l'armée qui est le centre le plus important de la... Professeur Brésil, vous êtes coupé. Ça va revenir a priori. Ah, le son est coupé chez elle aussi. Oui, le son. Ah, voilà. Voilà. Vous pouvez reprendre. Élise, vous avez été coupée il y a 1 minute à peu près. Ah bien, je ne savais pas, je m'entendais moi-même. Donc il y a que l'armée. L'armée est essentielle en Israël et c'est pour ça que je pense qu'il faut garder encore l'armée en Israël et ne pas penser à faire une armée de métier, parce que je pense que ce serait une catastrophe. Nous perdrons un peu de notre mobilité sociale. Yael, il nous reste 10 petites minutes pour les questions. Oui, alors je vais déjà soulever quelques questions principales. Alors, nous avons David Selam qui demande justement, les États-Unis produisent pratiquement 20% du Gross Domestic Product. C'est en français le produit intérieur brut. Ils ont le Gross Domestic Product per capita le plus élevé. Pensez-vous que la Chine va pouvoir lutter contre cela? Bon, d'abord, c'est pas actuellement de plus en plus de pays. Quand vous regardez au GDP per capita, c'est ça qu'il faut regarder. Des pays qui se développent maintenant, je pense, comme je l'ai dit, qu'il y aura une convergence. C'est-à-dire que dans les 20 prochaines années, nous verrons la Chine arriver tout à fait au niveau des États-Unis et de l'Europe, surtout que nous la voyons développer. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, la Chine faisait des t-shirts.
Elle ne fait plus des t-shirts maintenant. Elle est en train de développer les prochaines technologies. Ce n'est pas pour rien que nous voyons les voitures autonomes commencer à se développer aussi en Chine. Voilà. Si, et David demande également, est-ce qu'il n'y a pas également le coût d'intégration qui est élevé dans les universités élitistes et que seuls les gens riches peuvent payer? Ça se fait là aussi. Ben, non, parce que la loi de toutes les universités élitistes, c'est que si vous êtes reçu et si vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous allez recevoir tout simplement un prêt. Et le problème aux États-Unis, c'est que ceux qui ont fait Harvard et MIT reçoivent donc un prêt et pourront le rendre très facilement puisqu'ils seront acceptés dans les sociétés les plus importantes et ils se feront des millions. Mais le grand problème des États-Unis, c'est que le prix des universités, même dans une université qui n'est pas très importante, est élevé. Et là, vous avez cette espèce de fameux problème aux États-Unis que des gens sont criblés de dettes, de fait qu'ils ont fait des études en croyant que ça leur permettrait d'avoir un salaire très élevé, mais pas du tout, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans une université d'élite. En France, vous savez très bien que vous recevez de l'argent même quand vous êtes à l'ENA ou quand vous êtes à l'école normale. Alors en France, vous ne payez rien du tout. Et Angleterre, c'est la même chose, vous recevez des prêts. Donc non, ce n'est pas du tout le fait d'avoir de l'argent qui vous fait rentrer, mais c'est le fait que quand vous êtes dans une famille fortunée, vous recevez probablement une meilleure éducation, vous recevez une meilleure éducation, vos parents s'occupent mieux de vous, et donc vous réussissez mieux les examens que si vous venez d'une famille classe moyenne ou classe basse. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est l'éducation que vous recevez dans votre famille et non pas le fait que vous avez un iPad un peu plus beau que les autres. Voilà. Alors, une question supplémentaire. Est-ce que, alors, free trade, marché libre, ou alors socialisme et donc performance, qu'est-ce qui est plus important? Waouh! Écoutez, ben, ce n'est pas une question plus importante, c'est que, en fait, nous avons des cycles. Nous n'avons pas tout dans les mains. Nous croyons des fois que nous prenons les décisions. Non, les décisions sont prises par le fait que si vous avez une hégémonie, eh bien, en fait, elle sera intéressée à avoir du free trade, à avoir du libre-échange, et que sinon, eh bien, vous voyez très bien qu'actuellement, chaque pays essaye de remettre un petit peu, d'une manière ou d'une autre, de bloquer les importations vers son propre pays. Donc, c'est endogène, d'une certaine manière. Alors, j'ai vu une question là qui était écrite sur la Chine, dont j'en parlerai à la fin. La dernière question. Ah, d'accord. Donc, y a-t-il encore d'autres questions? Alors, et tout d'abord, il y a M. Shemama qui est juste à préciser qu'aujourd'hui, en Israël, vous avez parlé de l'armée, mais 50%, alors je ne sais pas si cette donnée est vraiment exacte, mais 50% des jeunes en Israël ne font pas l'armée. Exact. Oui, mais ceux-là… Oui, mettez les Arabes. C'est exact quand on introduit les Arabes, les orthodoxes. Et les ultra-orthodoxes. Et ceux-là ne font pas partie de l'élite. Et s'il y aura une question sur les ultra-orthodoxes, je vais vous dire que le problème d'Israël dans les 20 prochaines années, ce ne seront pas les Arabes, alors qu'il y a 10 ans, on pensait que peut-être ce seront les Arabes. Pas du tout. Ils rentrent maintenant dans les universités et je peux vous dire qu'à Bar-Ilan, ils sont plus de 30% des étudiants, alors qu'ils sont moins de 20% de la population. Par contre, les ultra-religieux, ce sera le grand problème sociétal d'Israël dans les 20 prochaines années. Si on n'arrivera pas à trouver une solution, eh bien, nous avons un énorme problème. Et c'est le sujet prochain qui va toucher Israël. Parce que d'un côté, nous avons le high-tech qui est extraordinaire, nous avons ces jeunes, mais d'un autre côté, le milieu ultra-orthodoxe est en train de miner
le politique, l'économique et le social d'Israël. Et ce n'est pas du tout lié à la religion. Il faut être très clair que vous avez des religions en Israël. Les ultra-orthodoxes, c'est un groupe fermé qui tient le pouvoir et là, nous sommes pris dans un contexte catastrophique de savoir quoi faire. Je dois juste Qui est lié probablement une chose. à la réforme du système politique israélien. Oui, non, mais je dois dire justement par rapport à ça que l'Université de Bar-Ilan a décidé dernièrement, dans les 2 dernières années, que c'est une décision stratégique de l'université, c'est aussi d'essayer d'abord de créer un centre d'études spécifique pour les ultra-orthodoxes pour essayer justement de leur donner à leur façon une possibilité d'étudier des études académiques supérieures. Donc ça se fait Voilà, aussi. Yael, je voudrais donner le mot de la fin à Élise pour conclure. Voilà, alors, et juste, Élise, si vous pouvez voilà, il y a quand même une question par rapport à la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas un frein au développement futur? Et vos derniers mots de conclusion. Alors, la Chine, d'abord, j'y vais souvent. Je suis prof à l'université de Nanjing. Évidemment, à partir du moment du corona, je n'y suis pas allée. J'ai des étudiants qui font un doctorat en Chine, à l'université de Nanjing. Donc, je connais un petit peu mieux, je ne parle pas la langue. C'est une société qui est en essor, alors qu'elle n'est pas démocratique. C'est cette espèce d'énorme problème de l'histoire, c'est qu'un pays non démocratique est en train de se développer. Quel sera son futur? Je ne sais pas, parce que ne pas être démocratique et arriver à faire un développement technologique tel, c'est vraiment une grande question, et je finirai donc par cette question. Se peut-il vraiment que la Chine, bien qu'elle ne soit pas démocratique, se développe et devienne non pas le prochain leadership, parce que comme j'ai dit, il n'y en aura peut-être pas, mais parmi les 5 pays les plus importants de l'économie et du monde dans les 20 prochaines années? C'est une question. Merci beaucoup. Je crois que c'était passionnant. Ça nous a ouvert beaucoup de perspectives. On n'a pas toutes les réponses, mais on a toutes les questions. Et ça, je crois que c'est ça qui est important pour pouvoir se projeter après ce corona. Voilà, on a encore beaucoup même de points de suspension, j'allais dire. Et c'est bien comme ça. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonsoir de Jérusalem. Et on se retrouve dimanche pour dimanche, voilà, dimanche à 11h heure française pour une promenade dans les parcs nationaux d'Israël en compagnie de Dan Levy. Et donc, vous êtes tous nos invités. Toutes les informations. Au revoir. Bye. Merci, professeur Brazis. Au revoir. Au revoir.